J'ai toujours été la personne responsable dans la famille. Je m'appelle Amélie, j'ai 37 ans et je suis directrice marketing senior dans une entreprise de technologie. C'est un bon poste, bien payé, mais j'ai travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Contrairement à mon frère et ma sœur, plus jeunes, qui semblent se laisser flotter dans la vie, en attendant que tout leur tombe tout cuit. Quand mes parents m'ont appelé pour m'inviter à un dîner de famille, je n'y ai pas prêté grande attention. Ils ont acheté leur maison il y a environ 10 ans, avec un prêt immobilier qu'ils remboursent encore. C'est une jolie maison en banlieue, rien d'extraordinaire, mais confortable. Moi, je vis dans mon propre appartement en centre-ville. Il est petit, mais c'est le mien, et j'économise depuis des années pour acheter une vraie maison un jour. Je me suis garée dans l'allée de mes parents, derrière la vieille Honda de mon frère Marc. La Mazda de ma sœur Jeanne y était aussi. Super, toute la bande était réunie. J'ai attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée et je suis entrée. « Amélie, te voilà », m'a accueilli maman avec une étreinte qui m'a semblé un peu trop forte. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. « Tout va bien, maman ?» ai-je demandé en lui tendant le vin. « Oh, on en parlera à table. Ton père est au salon avec ton frère et ta sœur. » J'ai trouvé papa assis dans son fauteuil inclinable, l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Marc et Jeanne étaient sur le canapé, tous deux absorbés par leur téléphone. « Salut papa », me suis-je penchée pour l'embrasser sur la joue. « Comment ça va ? Ça pourrait aller mieux », a-t-il dit avec un faible sourire, « mais on en reparlera. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ? Une boule d'inquiétude s'est formée dans mon estomac. Non, rien de tout ça. On en discutera pendant le dîner. Je me suis tournée vers mon frère et ma sœur. « Salut tout le monde !» Marc a levé les yeux de son téléphone. « Salut sœurette !» À 28 ans, mon frère se comportait toujours comme un adolescent. Il travaillait de temps en temps comme barman, mais passait le plus clair de son temps à faire la fête et à sortir avec une série de petites amies interchangeables. Jeanne, 30 ans, m'a fait un sourire rapide avant de retourner à son défilement sur Instagram. Jolie tenue. Qui habille ? Elle avait toujours une façon de faire sonner les compliments comme des insultes. Elle travaillait dans un salon de coiffure, mais suivait constamment des formations et changeait de voie professionnelle, sans jamais se fixer sur quoi que ce soit. Maman nous a appelés dans la salle à manger. Nous avons tous pris nos places habituelles. Maman et papa aux extrémités. Moi d'un côté, Marc et Jeanne de l'autre. Maman avait préparé un bœuf bourguignon, mon plat préféré, ce qui m'a immédiatement rendue méfiante. Quelque chose n'allait vraiment pas. Nous avons échangé des banalités en nous servant. J'ai remarqué que mes parents échangèrent des regards. Finalement, après que nous ayons tous commencé à manger, papa s'est raclé la gorge. « Les enfants, votre mère et moi devons vous parler de quelque chose. » Sa voix était sérieuse. Maman a attrapé sa main. Nous avons quelques difficultés financières. Quel genre de difficultés ? ai-je demandé en posant ma fourchette. Papa a soupiré. J'ai perdu mon emploi le mois dernier. Restrictions budgétaires. Et moi, le médecin dit que je dois réduire mes heures à l'école, a ajouté maman. Elle était institutrice en école primaire depuis 30 ans. Ma tension artérielle est trop élevée et rester debout toute la journée devient de plus en plus difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? A demandé Marc, toujours en train de mâcher. Ça veut dire que nous avons du mal à payer nos mensualités de prêt, a dit papa. Et les charges, tout en fait. La table est devenue silencieuse. Puis, lentement, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en réalisant ce qui se passait. On déteste te demander ça, commença maman, les yeux embués de larmes. Mais nous sommes une famille. J'aide déjà, ai-je dit prudemment. Je vous donne de l'argent pour les courses. J'ai payé le nouveau réfrigérateur l'année dernière. Aidé pour la rénovation de la salle de bain. J'ai regardé mon frère et ma sœur. Et je vous ai aidés tous les deux avec le loyer. Quand vous en aviez besoin. Marc et Jeanne ont échangé un regard. Oui, mais Amélie, a dit Jeanne en se penchant en avant. Tu gagnes beaucoup plus que nous tous. Et ce sont nos parents dont il s'agit.
Tu as eu cette grosse promotion, a ajouté Marc. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet argent. Je suis restée assise, abasourdie. Donc, vous êtes en train de dire que je devrais prendre en charge leur mensualité de prêt pendant que vous deux, vous faites quoi exactement ? Papa a baissé les yeux sur son assiette. On ne te demande pas ça pour toujours, ma chérie. Juste jusqu'à ce que je trouve un autre travail. On ne te le demanderait pas si on n'était pas désespéré, a ajouté maman. J'ai regardé autour de la table leurs visages pleins d'attente. Mon frère et ma sœur, que j'avais déjà, sortis d'affaires un nombre incalculable de fois. Mes parents, que j'aimais malgré tout. Je savais que je devais tenir bon, mais les mots qui sont sortis de ma bouche ont été « D'accord, je vais aider ». Le soulagement sur leur visage fut immédiat. La tension dans la pièce s'est dissipée comme si j'avais agité une baguette magique. Les yeux de maman se sont illuminés et papa s'est redressé sur sa chaise. « Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Amélie », a dit maman en me serrant la main par-dessus la table. « Tu as toujours été notre roc. » La conversation a ensuite porté sur des sujets plus légers. Papa a raconté des blagues, Jeanne a parlé d'une célébrité venue dans son salon et Marc s'est vanté d'une fille qu'il fréquentait. Mais je les entendais à peine. Je recalculais mentalement mon budget, regardant mon rêve de devenir propriétaire s'éloigner encore un peu plus. En rentrant à mon appartement ce soir-là, j'ai programmé le virement récurrent pour le prêt immobilier dans mon application bancaire. La famille d'abord, me suis-je dit, même quand ils te prennent pour acquise. Les semaines qui ont suivi ce dîner fatidique ont tout changé. Ce qui avait commencé par le simple paiement du prêt immobilier s'est rapidement transformé en une avalanche de demandes. Mon téléphone est devenu un flux incessant d'urgences financières de la part de ma famille. Maman avait besoin d'argent pour les courses. La voiture de papa avait besoin de réparation. Le chauffe-eau était tombé en panne. La taxe foncière était due. Chaque fois, je transférais l'argent sans discuter. Je me disais que c'était temporaire, que les choses s'amélioreraient une fois que papa aurait trouvé un nouvel emploi. Mais les semaines se sont transformées en mois, et il y avait toujours une nouvelle crise, une nouvelle dépense. Un mardi matin, au début du printemps, mon téléphone a vibré, un SMS de Jeanne. Besoin de 2 000 € pour un diplôme d'esthéticienne. Le boulot l'exige. Tu peux aider ? J'ai fixé l'écran, faisant un calcul mental rapide. J'avais déjà envoyé 1 100 € à mes parents pour le prêt ce mois-ci, plus 400 € pour les charges. J'avais donné 700 € à Marc la semaine dernière pour réparer la boîte de vitesse de sa voiture. Mon compte épargne diminuait plus vite que je ne pouvais le renflouer. J'ai soupiré et répondu « Je te fais le virement aujourd'hui ». Sa réponse a été immédiate. « T'es la meilleure. Je te rembourserai un jour. » Nous savions toutes les deux qu'elle ne le ferait pas. J'ai ouvert mon application bancaire et effectué le virement. Puis j'ai ouvert mon tableur budgétaire. Les chiffres étaient sombres. À ce rythme, mon rêve d'acheter une maison resterait juste cela, un rêve. L'argent que j'avais économisé pendant des années servait maintenant de fonds d'urgence personnel à ma famille. Mais la famille d'abord, me suis-je rappelé, même s'ils ne l'apprécient pas. Mon anniversaire est arrivé, fin avril, 37 ans. Je n'avais rien prévu de spécial. Juste une soirée tranquille à la maison avec des plats à emporter et du vin. J'avais invité ma famille, sans attendre grand-chose, mais en espérant au moins une petite célébration. Maman et papa sont arrivés les mains vides. « Désolée ma chérie, pas de cadeau cette année », m'a dit maman en m'embrassant sur la joue. « Tu sais comment sont les choses. On ne voulait pas t'offrir quelque chose de bas de gamme. » J'ai ravalé ma déception. « Pas de problème, je suis juste contente que vous soyez là. » Papa m'a tapoté l'épaule et s'est dirigé directement vers mon réfrigérateur pour prendre une bière. Ma sonnette a de nouveau retenti 20 minutes plus tard. C'était Marc, avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. « Joyeux anniversaire, Serette », a-t-il dit en me tendant un petit paquet emballé dans du papier journal. « Voici Chloé. » La femme m'a fait un rapide signe de la main. « Joli appart. » J'ai déballé le cadeau de Marc, un porte-clés avec un cupcake en plastique qui pendait. L'étiquette de prix était toujours attachée, 4,99 €. « Merci », ai-je dit en forçant un sourire.
Tu as quelque chose à manger ? A demandé Marc, se dirigeant déjà vers ma cuisine. On meurt de faim. Je l'ai regardé remplir 2 assiettes avec les pâtes que j'avais commandées, puis emballer une 3e barquette avec les restes. On doit filer, a-t-il annoncé après qu'ils aient mangé. Une amie de Chloé organise un truc. On peut prendre ça ? Il a brandi la barquette de nourriture. Avant que je puisse répondre, il se dirigeait vers la porte. Merci pour la bouffe. Ah, plus. Et ils étaient repartis. Mon téléphone a sonné. Un SMS de Jeanne. Tellement désolée, je ne peux pas venir ce soir. J'ai un rencard. Joyeux anniversaire. Je me suis versé un autre verre de vin et me suis assise avec mes parents, qui ont passé l'heure suivante à se plaindre de leurs difficultés financières. L'assurance a encore augmenté, a dit papa. Et on a besoin d'une nouvelle machine. À laver, a ajouté maman. La nôtre refait ce bruit terrible. J'ai hoché la tête, laissant leurs allusions me submerger sans répondre. J'avais assez donné ce mois-ci. Quand ils sont enfin partis, je me suis retrouvée seule dans mon appartement, entourée de barquettes de plats à emporter vides et de verres à vin sale. Quel anniversaire! 2 autres mois se sont écoulés, péniblement. Mon compte en banque continuait de se vider tandis que mon ressentiment grandissait, puis vint l'annonce. Maman et papa prévoyaient de célébrer leur 40e anniversaire de mariage et voulaient en faire quelque chose de spécial. Ils avaient besoin de 5 000 € pour une salle de réception et un traiteur. Je voulais dire non. J'aurais dû dire non. Mais quand maman a appelé avec ce ton suppliant dans la voix, parlant du fait qu'ils n'avaient jamais eu de véritable célébration pour aucun de leurs anniversaries, j'ai cédé. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé. La salle de réception était magnifique, un espace événementiel en centre-ville avec des décorations élégantes et un buffet traiteur. J'ai reconnu des visages de mon enfance, tantes, oncles, cousins, anciens voisins et amis de mes parents. Tout le monde était sur son 31, les flûtes de champagne s'entrechoquaient, tandis qu'ils célébraient les 40 ans de mariage de mes parents. Je me suis mêlée aux parents que je n'avais pas vus depuis des années, répondant aux questions habituelles sur mon travail et ma vie amoureuse. Non, pas de petite amie. Oui, toujours dans la même entreprise. Non, pas encore d'enfant. La conversation se terminait toujours par un sourire apitoyé et un « Eh bien, il est encore temps ». Quand vint le moment des discours, tout le monde s'est rassemblé autour de mes parents. La sœur de mon père a rendu un hommage touchant à leur amour durable. Un vieil ami a partagé des anecdotes amusantes de leurs premières années ensemble. Puis ce fut au tour des enfants de parler. Marc a commencé, livrant un discours décousu sur à quel point ils avaient été de formidables parents, comment ils avaient toujours soutenu ses rêves. Jeanne a suivi, les larmes aux yeux, en parlant de leur amour inconditionnel et de leur sacrifice. Puis ce fut mon tour. J'ai été brève, les félicitant pour leurs 40 ans et leur souhaitant encore de nombreuses années. Ils ont souri poliment et m'ont remercié avant de reporter leur attention sur mon frère et ma sœur. Pendant leur discours de réponse, mes parents se sont répandus en éloges sur la fierté qu'ils éprouvaient pour leurs enfants. Ils ont longuement parlé de l'esprit d'entreprise de Marc et du talent artistique de Jeanne. J'ai eu droit à une seule mention, et Amélie, toujours si responsable. J'ai affiché un sourire, ignorant la douleur. J'avais payé pour toute cette célébration, et j'étais à peine une pensée après coup. Au moment où le dessert était servi, mon téléphone a sonné. C'était mon patron. Je me suis excusée et suis sortie pour prendre l'appel. Il y avait un problème avec une présentation client qui nécessitait une attention immédiate. Après l'appel, je suis retournée à l'intérieur, mais je me suis arrêtée dans le couloir devant la salle principale pour vérifier mon apparence dans un miroir. C'est là que je les ai entendus. La voix de ma mère et celle de ma tante Martine venant du coin du couloir. « J'ai remarqué que tu n'as pas beaucoup parlé d'Amélie dans ton discours », a dit tante Martine. Je me suis figée, ma main toujours sur mon petit miroir de sac. Maman a ri doucement. « Eh bien, entre nous, Amélie, c'est juste notre portefeuille maintenant. Elle donne toujours de l'argent dès qu'on demande. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis plaquée contre le mur,
le cœur battant. Si elle n'aidait pas avec le prêt et tout le reste, a continué maman, on ne garderait probablement même pas contact. Elle a toujours été difficile, pas comme Marc et Jeanne. Ça doit être dur, a dit tante Martine avec sympathie, de devoir faire semblant de tenir à un enfant que tu n'aimes pas. Je suis restée figée dans le couloir, les mots de ma mère résonnant dans ma tête. Amélie, c'est juste notre portefeuille maintenant. Ma propre mère venait d'admettre qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne gardait contact que grâce à mon argent. Tout ce que je croyais de ma famille s'effondrait autour de moi. Est-ce que toi et Robert avez mis à jour votre testament récemment ? A demandé tante Martine, changeant de sujet. Fait l'année dernière, a répondu maman nonchalamment. La maison et tout le reste seront partagés entre Marc et Jeanne. Amélie n'est pas incluse. J'ai mis ma main sur ma bouche pour étouffer un hoquet. Non seulement ils me voyaient comme un distributeur automatique de billets, mais ils m'avaient aussi délibérément exclu de leur testament, après que j'ai payé leur mensualité de prêt. La maison que je les aidais à garder ne serait jamais en partie la mienne. Je les ai entendus bouger, se dirigeant vers la fête. Je me suis glissée dans les toilettes des dames pour les éviter, m'enfermant dans une cabine jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer normalement. Mes mains tremblaient en vérifiant mon reflet dans le miroir. D'une manière ou d'une autre, j'avais l'air la même. Comment pouvais-je avoir l'air la même alors que tout avait changé ? Je suis retournée à la fête, me déplaçant comme un fantôme à travers la foule. Personne n'a remarqué quand j'ai récupéré ma veste. Personne ne m'a vu sortir discrètement. J'ai conduit jusqu'à chez moi, hébété, mon esprit rejouant en boucle les mots de ma mère. À la maison, je me suis versé un grand verre de vin et j'ai ouvert mon application bancaire. Avec un détachement clinique, j'ai parcouru des mois de transactions, additionnant tout ce que j'avais donné à ma famille. Les paiements du prêt, les charges, les prêts à mon frère et à ma sœur qui n'avaient jamais été remboursés, la fête d'anniversaire. C'était ahurissant, près de 27 000 € au cours des derniers mois seulement. Et pourquoi ? Pour acheter l'affection de gens qui ne m'aimaient même pas. D'un geste décisif, j'ai annulé le virement programmé pour le prêt. Puis je suis allée me coucher, me sentant étrangement calme. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans me réveiller pour vérifier mon téléphone à la recherche d'urgence familiale. La semaine suivante s'est écoulée dans un silence étrange. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS de mon frère ou de ma sœur me suppliant de leur donner de l'argent. Ils n'avaient même pas remarqué que j'avais quitté la fête plus tôt. Ils ne se souciaient pas assez de moi pour vérifier si j'allais bien. C'est exactement 7 jours après l'anniversaire que mon téléphone a finalement sonné. Le nom de ma mère clignotait sur l'écran. Amélie, sa voix était tendue, paniquée. La banque vient de nous appeler. Ils ont dit que le paiement du prêt n'est pas passé. Tu as oublié de l'envoyer ? Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste directement à l'argent. Je n'ai pas oublié, ai-je dit calmement. Je l'ai annulé. Silence au bout du fil. Puis, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as annulé. Pourquoi ferais-tu ça ? Je ne paie plus votre prêt, maman. Je ne vous donnerai plus d'argent à aucun de vous. Jamais. Tu as perdu la tête ? Sa voix monta. Qu'est-ce qui te prend ? Je t'ai entendu à la fête, ai-je dit, ma voix ferme malgré la colère qui brûlait dans ma poitrine. J'ai entendu ce que tu as dit à tante Martine, que je ne suis qu'un portefeuille pour vous, que tu ne m'aimes même pas. Tu as mal compris, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas dire ça. Et j'ai entendu parler du testament, ai-je continué. Comment vous laissez tout à Marc et Jeanne ? Rien pour moi, même si c'est moi qui paie pour garder votre maison. Tu réagis de manière excessive, dit-elle, son ton passant de la panique à la condescendance. La famille aide la famille, c'est ce que nous faisons. Non, c'est ce que je fais. Marc et Jeanne n'aiment pas. Toi et papa, vous n'aidez pas. Je suis la seule à donner, et j'en ai fini. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé des heures plus tard, il y avait des dizaines d'appels manqués et de messages. Maman, papa, Marc, Jeanne, tous soudainement très intéressés à me parler. J'ai parcouru les SMS. Ils disaient tous essentiellement la même chose.
J'étais égoïste. Je réagissais de manière excessive. J'avais de l'argent à ne savoir qu'en faire. Alors pourquoi n'aiderais-je pas? Ils étaient en difficulté pendant que je vivais confortablement. Je leur devais ça. J'ai bloqué leur numéro. Pendant 3 jours bénis, j'ai eu la paix. Puis, le samedi matin, des coups violents à la porte de mon appartement m'ont réveillée, en sursaut. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous là. Maman, papa, Marc et Jeanne. « Amélie, on sait que tu es là !» a crié papa à travers la porte. « Ouvre, on doit parler. »« Ah, je n'ai rien à vous dire, » ai-je répondu, restant fermement de l'autre côté de la porte verrouillée. « S'il vous plaît, partez. » On a dû emprunter de l'argent pour payer la mensualité de ce mois-ci, a pleuré maman, la voix brisée. « On pourrait perdre la maison. »« Ma santé n'est pas bonne, » a ajouté papa. « Tu veux qu'on se retrouve à la rue ?»« Pourquoi Marc et Jeanne n'aident-ils pas ?» ai-je demandé. « Après tout, c'est eux qui héritent de la maison dans votre testament. »« Comment peux-tu être aussi égoïste ?» a crié Jeanne. « Tu n'es qu'une vieille fille aigrie qui ne sait pas où dépenser son argent de toute façon. » Ces mots m'ont piqué, mais ils ont aussi confirmé tout ce que je savais déjà. Je n'étais rien pour eux, sinon un chéquier. « Partez maintenant, ou j'appelle la police », ai-je dit fermement. « Si vous n'êtes pas partis dans les 60 prochaines secondes, je compose le 17. » J'ai entendu des jurons marmonner, puis des bruits de pas s'éloignant. De ma fenêtre, je les ai regardés, monter dans la voiture de papa et s'en aller. Je pensais que ce serait la fin, mais ils n'en avaient pas fini. Les appels ont commencé à venir d'autres parents, cousins, tantes, oncles, tous avec le même message. La famille est au-dessus de tout. Tu devrais aider tes parents. Comment peux-tu être aussi cruel? J'ai arrêté de répondre aux appels. De numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai bloqué les emails. J'ai mis tous mes réseaux sociaux en mode privé. Lentement, le siège a commencé à se lever. Par des amis communs, j'ai eu des nouvelles. Marc et Jeanne avaient réemménagé chez nos parents pour aider avec le prêt. Ils luttaient tous pour s'adapter à leur nouvelle réalité financière. Fini les boutiques chères pour Jeanne, fini les fêtes pour Marc. Ils devaient compter sur eux-mêmes maintenant, pas sur moi. Pendant ce temps, je reconstituais mes économies. Mon rêve de devenir propriétaire était de nouveau sur les rails. Sans le fardeau constant des demandes de ma famille, j'étais étonnée de la rapidité avec laquelle mon compte grossissait. J'ai recommencé à regarder les annonces immobilières. J'ai même programmé quelques visites. Un soir, alors que je parcourais des maisons en ligne, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « C'est maman. S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. Tu nous manques. » J'ai bloqué le numéro sans répondre et je suis retournée à mon défilement de photos de maisons qui pourraient un jour être les miennes. Des maisons où je n'aurais jamais à ouvrir la porte à des gens qui ne me voyaient que comme un moyen d'arriver à leur fin. 3 mois se sont écoulés sans contact de ma famille. Je me suis installée dans une routine paisible, me concentrant sur ma carrière et sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai commencé une thérapie, essayant de comprendre pourquoi j'avais permis à ma famille de m'utiliser si longtemps. Ma thérapeute m'a aidée à voir que j'avais acheté leur amour avec de l'argent, espérant que si je leur en donnais assez, ils finiraient par m'accorder la même valeur qu'à Marc et Jeanne. Mais leur amour n'avait jamais été à vendre, car ils n'avaient jamais eu l'intention de me le vendre. Au bout de 4 mois, j'avais pris une grande décision. J'ai mis mon appartement en vente et il s'est vendu rapidement, à un bon prix. Entre le produit de la vente et mes économies, revitalisées, j'avais assez pour faire une offre sérieuse sur une jolie maison dans un bon quartier. Elle avait un jardin confortable avec des arbres matures et de la place pour le potager dont j'avais toujours rêvé. Pas le manoir de mes rêves, mais quelque chose d'encore mieux. Une vraie maison qui serait entièrement à moi, achetée avec l'argent que j'avais gagné et économisé sans sacrifier ma dignité. Le lendemain matin de l'acceptation de mon offre, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. « Amélie ?» C'était la voix de mon père, plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « S'il te plaît, ne raccroche pas. »« Que veux-tu, papa ?» ai-je demandé, gardant un ton neutre.
On traverse une période très difficile, a-t-il dit. Ta mère et moi. La banque menace de saisie. Marc et Jeanne essaient, mais ils ne peuvent pas tout couvrir. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas qu'il souffre. Mais je ne peux plus aider. On a fait une erreur, a-t-il admis. Ta mère et moi, on en a parlé. On a changé notre testament. La maison sera partagée en 3 maintenant. Parts égales pour tous nos enfants. Et voilà. Pas des excuses, mais un pot de vin. Il n'était pas désolé de la façon dont il m'avait traité. Il m'offrait une part d'une maison qui risquait de toute façon d'être saisie, en échange de mon soutien financier continu. Ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'aider, papa, ai-je dit doucement. Ça n'a jamais été à propos du testament. C'était à propos du fait d'être prise pour acquise. C'était à propos de maman qui disait qu'elle ne m'aimait même pas, que je n'étais qu'un portefeuille pour vous tous. Elle était contrariée ce jour-là, a-t-il protesté faiblement. Elle ne le pensait pas. Elle avait l'air plutôt claire pour moi, ai-je répondu. Et aucun de vous ne s'est excusé. Vous n'appelez que parce que vous avez de nouveau besoin d'argent. Le silence a confirmé mes soupçons. Je dois y aller, papa. Je viens d'acheter une maison. Ma maison. J'espère que les choses s'arrangeront pour vous tous. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Les tentatives pour me contacter ont continué, devenant de plus en plus désespérées à mesure que leur situation financière empirait. Ils ont envoyé des messages par l'intermédiaire de collègues, de voisins, ont même fait glisser une note sous ma porte. Chaque fois, l'accent était mis sur ce dont ils avaient besoin, ce que je pouvais leur donner, jamais sur la façon dont ils m'avaient blessé ou comment ils pourraient se racheter. Par des amis communs, j'ai appris qu'ils avaient dû contracter une 2e hypothèque pour éviter la saisie. Marc avait finalement trouvé un emploi à plein temps dans un entrepôt. Jeanne avait renoncé à l'esthétique et travaillait comme réceptionniste. Mes parents avaient vendu leur 2e voiture et réduisaient leurs dépenses autant que possible. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Tristesse qu'ils soient en difficulté. Satisfaction qu'ils affrontent enfin la réalité. Culpabilité de ne pas aider. Soulagement d'être libérée de leur manipulation. Mais surtout, je me sentais fière de moi d'avoir tenu bon. 6 mois après avoir coupé les ponts, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Elle n'était pas énorme, mais elle était dans un quartier agréable, avec de beaux trottoirs et des voisins sympathiques. Chaque centimètre carré m'appartenait, payé avec l'argent que j'avais gagné et économisé sans sacrifier mon amour-propre. J'ai peint les murs de mes couleurs préférées, acheté des meubles que j'aimais et planté des fleurs dans mon jardin confortable, créant le sanctuaire dont j'avais toujours rêvé. Alors que je déballais mes affaires dans ma nouvelle maison, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un livreur avec une grande enveloppe. À l'intérieur, il y avait une invitation officielle au mariage de ma cousine Emma, accompagnée d'un mot manuscrit. Je sais que les choses sont difficiles avec la famille, en ce moment, mais j'adorerais que tu sois là, sans pression. J'avais toujours été proche d'Emma. Elle était l'une des rares parentes à ne pas avoir pris parti dans le drame familial. Je l'ai appelée ce soir-là. Merci pour l'invitation, ai-je dit. Je ne suis pas sûre de devoir venir. Mes parents seront là? Bien sûr qu'ils y seront, a-t-elle dit honnêtement. Mais c'est mon jour, et je veux que tu sois là. Je peux te placer loin d'eux. Est-ce qu'ils essaieront de me coincer? Je ne peux pas supporter une autre embuscade. J'ai été claire avec tout le monde. Pas de drame familial à mon mariage. Si quelqu'un essaie quoi que ce soit, les frères de mon fiancé les escorteront dehors. Ce sont tous les 2 d'anciens joueurs de rugby, a-t-elle ajouté en riant. J'y ai réfléchi. Peut-être était-il temps de reprendre ma place dans la famille élargie, selon mes propres termes. Je serai là, ai-je décidé. Le mariage était magnifique. Fidèle à sa parole, Emma m'avait placée à une table avec de vieux amis d'école. De ma famille immédiate, je les ai aperçus tout au long de la soirée. Maman et papa, l'air plus âgé et plus discret. Marc, dans un costume qui semblait une taille trop grande. Jeanne, sans ses accessoires de marque habituels. Pendant la réception, je suis sortie prendre l'air et je me suis retrouvée face à face avec ma mère. « Amélie, dit-elle,
clairement surprise. « Tu as l'air bien. »« Merci, » ai-je répondu. « Toi aussi. » Un silence gênant s'est installé entre nous. « J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison, » a-t-elle finalement dit. « Oui, j'ai vendu mon appartement et acheté une jolie maison avec un jardin. C'est parfait pour moi. » Elle a hoché la tête, regardant ses mains. « On va mieux maintenant. Marc a eu une promotion. Jeanne retourne. À l'école. Quelque chose de pratique cette fois. »« J'en suis contente, » ai-je dit, et je le pensais. « Tu nous manques, » dit-elle, la voix faible. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu non pas la mère manipulatrice qui m'avait traité de portefeuille, mais une femme vieillissante qui avait fait des choix terribles et qui en vivait les conséquences. Ce qui me manque, c'est la personne que je pensais que vous étiez tous, ai-je admis. Mais être utilisée ne me manque pas. Elle a tressailli, mais n'a pas argumenté. Alors que je me tournais pour rentrer à l'intérieur, elle m'a appelé. « Nous pardonneras-tu un jour ?» Je me suis arrêtée, considérant sa question. « Peut-être un jour, » ai-je dit. « Mais pas aujourd'hui. » En retournant à la réception, je me sentais plus légère, d'une certaine manière. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin d'acheter leur amour. Je construisais ma propre vie, selon mes propres termes, et c'était quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Fin de l'histoire.